Dans cette saison du podcast Range ta chambre, j'accueille chez moi des gars qui ont participé au Reboot Camp. Au bout de quelques minutes de discussion, je mets l'épisode en noir et blanc pour t'inciter à aller faire quelque chose d'utile pendant que tu nous écoutes parler. Aujourd'hui, j'accueille Igor qui va nous raconter comment il en est venu à refuser un très joli poste en Suisse pour se lancer dans l'entrepreneuriat à partir de pas grand-chose et si ce n'est de son audace et de son énergie. Parce que le mec en a beaucoup. J'espère que l'épisode vous plaira. Moi, il y a un an, j'étais dans une situation franchement très correcte. J'habitais à Toulouse avec ma copine. Je travaillais chez Airbus dans le conseil en transformation. Donc cadre international, très bon salaire. C'était, on va dire, pas mal de télétravail, très flexible. Donc un cadre de vie vraiment sympa. Déjà très sportif, avec un bon physique, des bonnes performances. Une copine. Un appartement magnifique, 80 mètres carrés, super lumineux à Toulouse. Donc franchement, une vie plutôt correcte, mais il me manquait quelque chose. Et je crois que c'est la règle numéro 1 dans le Reboot Camp, c'est que l'épanouissement, le bonheur ne vient pas du statut, mais de la trajectoire. Et j'avais beau avoir un statut qu'on pourrait dire plutôt intéressant, ma trajectoire, elle était stagnante. Et ça, c'était un truc qui me pesait. Je sentais que je pouvais faire beaucoup plus, que je pouvais passer à la seconde, aller au niveau supérieur. Et on va dire que dans les différents domaines de ma vie, je stagnais. Avec ma meuf, on avait pas mal de problèmes de communication qui faisaient qu'on n'était pas pleinement épanouis. Je savais pas s'il fallait qu'on règle ça, qu'on y mette un terme. Au niveau professionnel, le conseil, ça m'apportait beaucoup, mais en même temps, je me levais pas le matin en me disant à 55 ans, c'est ce que je veux faire. Donc j'avais l'impression de mettre mon énergie au quotidien dans quelque chose qui n'était pas un investissement long terme. Donc là aussi, je me posais des questions, j'étais pas comblé. Et au niveau sportif, j'avais un physique quand même déjà très correct, mais aucun objectif. Je savais pas où j'allais. Et donc quand on n'a pas d'objectif, on avance à vue, dans le vide, et donc j'allais nulle part, tout simplement. T'avais quel âge exactement J'avais, là je viens d'avoir 25 en juillet, donc je venais d'avoir 24. Exactement. On a parlé exactement en même temps. J'ai hâte d'entendre comment ça va donner. Du coup, à exactement 24 ans, ça faisait combien de temps que tu faisais du sport à ce moment-là? Franchement, j'ai démarré, j'ai jamais arrêté de faire du sport. Okay. Moi, j'ai démarré très très jeune. On va dire que là où j'ai fait du sport assez sérieusement, ça a été quand j'ai fait de l'athlétisme. J'étais champion de France de cross-country en équipe en 2016. Quand j'ai démarré l'athlétisme, j'étais mauvais, vraiment. J'avais pas démarré ma croissance. Tu sais, moi j'ai été le mec petit très longtemps. C'est vrai, mec? Ouais. Tu sais que moi aussi. C'est vrai? Et je crois que t'es un des premiers gars que je rencontre pour qui ça a été également le cas. Mec, on est ensemble jusqu'en troisième et j'étais le plus petit. Troisième, c'est quel âge? Parce que moi je l'étais en Suisse. Troisième, ça doit être 14 ans, un truc comme ça. Ouais, moi c'est vers mes 15-16 ans même que j'ai commencé vraiment à grandir. 14-15 ans, j'étais encore le plus petit. Et l'été entre la troisième et la seconde, donc je crois que c'est l'été où on a 15 ans à peu près, ouais. Là j'ai pris 12 cm en un été. Donc je regardais les meufs comme ça, je suis revenu, je regardais les meufs comme ça. Et ça m'a aidé aussi sportivement. Moi quand j'ai démarré l'athlétisme, vraiment j'ai voulu tryhard tout simplement. Et je m'entraînais vraiment mentalité Cristiano Ronaldo quoi. Je m'entraînais plus que tout le monde. Je faisais tous mes entraînements qui flottent, qui ventent, qui neigent, j'étais tout le temps là. J'allais même en fait, je me suis rendu compte parce que j'en parlais avec mon ex récemment, j'allais en fait aux entraînements d'athlétisme où le principe c'est quand même de courir, j'y allais en courant et j'habitais à 3 bornes 6. J'y allais en courant, je faisais mon entraînement où clairement le coach il me tuait et je rentrais en courant chez moi. Et en fait, j'ai fait ça pendant quelques années et j'avais vraiment une rivalité avec mon meilleur ami de l'époque qui était bien meilleur que moi, qui avait justement eu sa croissance tôt, qui me mettait il me mettait tempête. Et au bout de 3 ans, j'ai pris le devant, je l'ai dépassé et c'est là où j'ai eu mon meilleur niveau et ça a été vraiment 3 ans de discipline, d'effort et à la fin de ces 3 ans j'ai été notamment 8e au championnat de Bretagne en club, la Bretagne qui est une très bonne région donc des performances on va dire correctes et ça m'a permis de progresser et à la fin de ça j'ai fini l'arc en étant champion de France de cross justement en 2016 et là je me suis dit putain en fait j'ai travaillé et je me suis amélioré et j'ai performé tu vois. Et de là j'ai voulu reproduire la même chose en fait dans le street workout, dans la musculation etc. Je me suis dit en fait j'ai envie de l'étendre à un autre domaine et ça a été le début un peu de mon amélioration physique en termes de performance et en fait c'est comme ça que j'ai découvert aussi le développement personnel. C'est en fait on peut comprendre quelque chose, comprendre les règles, être discipliné et on va obtenir des résultats aussi bête que ça et je l'ai compris par empirisme dans l'action tu vois.
Ça a changé ma vie, hein, clairement. Et donc je l'ai appliqué un petit peu au sport. Donc d'abord street workout, j'avais mes premiers muscle up. À l'époque, il n'y avait pas des tutos muscle up, quoi. On avait juste l'idée qu'on pouvait passer au-dessus de la barre. On était avec des potes et on tentait ça. J'ai toujours les vidéos de mes 4 premiers muscle up, mais c'est des trucs dégueulasses, chicken wings avec les jambes qui partent. Mais j'avais 16 ans, tu vois. Dédicace à Mohamed. T'as vu la vidéo? J'ai vu son muscle-up, ouais. Surtout que j'étais étonné parce qu'avec son physique, je me suis dit, il va les envoyer et tout, mais tu vois, comme quoi la technique là-dessus, c'est hyper important. Et donc après ça, j'ai en plus foutu de sa gueule dans la vidéo. C'est vrai? Bah oui, je le filme comme ça, et tu sais, il est en train d'expliquer à Igor comment faire un muscle-up, et il lui dit, bah tu passes un coup après l'autre, c'est plus facile. Genre, c'est un autre Igor, d'ailleurs. Je ne cautionne pas ça. Ah oui, un autre Igor, ouais. Du coup, ouais, exact. Mais on te salue, Momo. Ouais. D'ailleurs, je sors une vidéo muscle up là, hyper détaillée dans quelques semaines. Donc comme quoi j'ai fait du chemin depuis mes premiers muscle up dégueulasses il y a 9 ans à aujourd'hui le niveau que j'ai. Et donc épopée un petit peu musculation ou via la calisthénie, pas mal de mouvements fonctionnels quand même. Je prends mes 10 premiers kilos en 9 mois, bien sec et tout. Et en fait là, nouveau changement de vie. Parce que les meufs me matent, les mecs me respectent et clairement je vais à la plage pour la première année où je suis musclé, donc la première année de ma vie où j'ai un physique et je vois les regards qui changent, les personnes me parlent plus de la même manière, donc énorme boost de confiance en moi et ça m'a amené en fait à prendre énormément d'opportunités, à oser dans énormément de situations, ce boost de confiance en moi qui m'a jamais lâché depuis. Donc c'est vraiment c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans le coaching, c'est que mon avant-après, il a été physique, mais il a été vachement mental aussi, quoi. Ouais, c'est le physique qui entraîne le mental. Exactement. Et je pense que c'est la meilleure des manières quelque part de commencer. Parce que le physique, il y a un côté très simple, tu vois, genre tu fais des pompes, tu fais des tractions, tu cours, tu sais que la fois suivante, normalement, tu feras un peu plus de pompes, un peu plus de traction, ou tu courras un peu plus vite. Et donc de là, comme tu dis, ce mindset, tu peux le transposer soit à d'autres disciplines sportives, mais du coup, toi, ça a été la porte pour le dev perso. C'est là qu'ensuite, tu as découvert qu'en fait, tu pouvais, je sais pas, apprendre une langue ou développer des compétences pro et ainsi de suite. C'est ça. Donc, tu as eu cette grosse progression niveau sport. Et là, quand tu arrives, du coup, en 2023, ça faisait un petit moment que tu stagnais un petit peu sportivement. Exactement. Et professionnellement, j'imagine, il y a eu un peu aussi la même chose parce que tu t'es pas retrouvé, je pense, au poste que tu as eu juste en te touchant le zub, en fait. Tu as eu quand même un moment où tu charbonnais pour réussir à choper ce poste. Et une fois que tu l'as eu, peut-être parce que tu voyais pas trop de perspectives d'évolution, que pareil, tu t'es reposé un petit peu, enfin, tu stagnais plus simplement. En fait, donc, une fois que j'ai eu ça, là, moi, je suis parti donc en école de commerce à l'ESSEC à Paris. Okay. Donc j'ai fait l'ESSEC, donc là j'ai beaucoup voyagé autour du monde de mes 18 à 23 ans, que ce soit voyage, mais aussi expérience pro, stage, université à l'étranger, etc. Voyage, genre pendant les vacances, tu partais? Ouais, voilà. Moi je partais, en fait, dès que j'avais une semaine, 2 semaines, je regardais les billets pas chers, je partais partout, tu vois. Le but c'était de voyager à mort. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours grind dans différents domaines jusqu'à donc mes 24 ans. Et arrivé à mes 24 ans, ça faisait 1 an que j'étais en poste à Toulouse. Et en fait, j'avais un peu atteint un niveau satisfaisant dans mes différents domaines. Et ça faisait 1 an que je progressais plus. Donc j'avais donc justement au niveau de mon taf, j'avais mon taf depuis 1 an. Je voyais pas d'énormes perspectives d'évolution là-dedans. Au niveau sportif, j'avais déjà atteint un niveau dans lequel je me complaisais et j'avais pas non plus d'objectifs sportifs. Donc en fait, dans les différents domaines, j'étais bien, mais je savais que je pouvais aller beaucoup plus loin. Je savais qu'en moi j'avais un potentiel. Et c'est là où donc je suis tombé sur ta story Instagram où tu parlais du reboot camp, etc. Et moi à l'époque j'étais pas du tout dans les formations. J'étais dans le dev perso, mais j'avais jamais acheté de formation ou de bootcamp ou de choses comme ça. Et donc à l'époque, 450 €, ça me paraissait énorme. Parce que c'était le prix à l'époque du Reboot Camp. Et quand on n'a jamais investi dans une formation, on se rend pas compte en fait d'à quel point ça peut nous apporter derrière. Et on voit l'argent comme on le compare à des fruits et des légumes, mais en fait c'est incomparable. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça va nous apporter. Mais sur le moment, c'est compliqué de s'en rendre compte. Donc je me rappelle, j'en parle avec ma meuf, etc. Et je savais que ça allait m'apporter quelque chose. Je savais pas exactement quoi concrètement. Même le Reboot Camp, parfois, c'est pas super concret de qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir via le Reboot Camp. C'est d'ailleurs un peu le gros problème parce que quand je veux faire mon offre et quand j'ai envie de dire au mec qu'est-ce qui va se passer à la fin des 30 jours, dans le marketing, t'as vraiment le truc où voilà ce que je te promets. Tu vas réussir à faire ça, t'auras lancé ton premier site internet, t'auras réussi à XY. Et avec le Reboot Camp, c'est assez dur. La promesse, elle peut paraître un peu floue, tu vois. Je promettais de placer un mec sur une trajectoire ascendante. Mais même ça, en réalité, est-ce que vraiment je peux le promettre, étant donné que
ça dépend beaucoup de l'état d'esprit du mec qui va rejoindre le programme. Tu peux acheter le programme, venir et ne rien en tirer du tout, parce que c'est à toi de faire les efforts au final si t'as envie de pouvoir trouver quelque chose. En termes de marketing, c'est terrible. Ton produit, je te l'aurais jamais conseillé, tu vois. Parce qu'en fait, certes, tu peux avoir des douleurs sur lesquelles tu vas pouvoir jouer, mais en termes de promesse, t'es zéro. Ouais. Quelle est ta promesse? C'est complètement flou, alors que c'est un truc énorme. Mais c'est vrai que, en fait, t'as envie d'amener quelqu'un d'un point A à un point B. Sauf que le point B est tellement dépendant de la personne et de son investissement que tu peux pas faire une promesse claire et nette en une phrase. C'est vrai. Donc ce qui fait que c'est très dur à marketer. Mais donc du coup revenons-en. Moi, ce qui m'a fait un peu passer le cap, c'est quand même les années un petit peu, en fait toute l'inspiration que t'as pu m'apporter au fur et à mesure des années et le fait que tu m'avais énormément apporté gratuitement. Donc principe de réciprocité. Je me suis dit au pire c'est nul. Et en fait je lui donne 450 € pour tout ce qu'il m'a offert et c'est quand même cool, tu vois. Bon, il s'avère que ça a été absolument game changer dans ma vie. Tu me dois encore 450 €. Et donc, il s'avère que ça a été game changer, mais à l'époque, je pouvais pas trop le savoir. Mais donc, on démarre un petit peu tout ça. Donc moi, j'étais dans la situation, donc on va dire correcte, mais avec des envies de mieux, des envies de changement un petit peu dans les différents domaines de ma vie. Je me rappelle, on démarre, je rencontre mon groupe, et dès les premières minutes, franchement, bête d'énergie. En fait, moi, c'est un des premiers trucs qui m'a frappé. Et j'y repense parce que je l'ai dit à ma copine de l'époque le soir même. Je lui dis mais c'est fou comment Elio, grâce à son énergie et ses communications, il a réussi à rassembler un groupe de mecs, mais que des gens ultra déter, qui veulent avancer, qui veulent s'entraider. Et j'ai trouvé ça fou, la puissance de ce que tu avais réussi à créer, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvé avec des mecs comme moi qui voulaient aussi exploser, qui voulaient aussi avancer. Et l'énergie, en fait, c'était des gens que je retrouvais pas forcément dans mes amis. Tu vois, mes amis que je peux adorer, etc. Mais des fois, on a besoin de se retrouver avec des gens qui sont dans la même situation que nous, qui sont à un point A et qui veulent aller vers un point B, qui veulent passer au niveau supérieur. On sait pas forcément de quoi on a besoin, mais on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'extérioriser, on a besoin d'aide. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé moi avec le premier groupe du Reboot Camp. En plus de choses très concrètes, tu vois, comme tous les cours, etc., auxquels j'ai pu avoir accès, qui m'ont régalé. Mais vraiment, la force du groupe et de cette énergie, c'est ce qui a fait vraiment la différence. Ce mois-là de septembre de l'année dernière, il y a eu pas mal de passage à l'action de mon côté. Et aussi beaucoup d'introspection. Je dirais que c'est un peu les deux choses qui ont marqué mon Reboot Camp. Okay. En termes d'introspection, c'était vraiment le fait de réaliser que je pouvais vivre de mes rêves, de mes passions, de rencontrer des gens qui eux aussi essayaient ou y arrivaient, et de me dire ah oui en fait c'est faisable, c'est possible. Ça a été quelque chose d'extrêmement important pour moi et ça m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Et aussi passage à l'action. Et c'est là où je trouve que c'est extrêmement fort ce qui a été fait dans l'ERC, c'est que c'était un moyen de passage à l'action pour énormément de gens. Et en fait, on s'est retrouvé, je pense, énormément de personnes du ERC vont se reconnaître dans ce que je vais dire, c'est que ça faisait des années que je voulais passer à l'action, ça faisait des années que je voulais entreprendre, mais il me manquait un déclic. Et le Reboot Camp, il m'a apporté ce déclic. Donc, toutes les personnes qui sont justement dans une situation comme la mienne de se dire je sais que je peux mieux faire dans différents domaines de ma vie, qui veulent passer à l'action mais qui ont du mal, c'est l'endroit parfait. De s'entourer de gens qui pensent la même chose, il y a énormément de choses concrètes qui vont permettre aux gens de passer à l'action au cours du mois, quoi. Donc ça, c'était game changer. J'ai fait assez rapidement, mais ça fait vraiment formation dropshipping, mais j'ai fait assez rapidement mes 2000 premiers euros non issus du salariat, parce que c'était un des challenges que je m'étais fixé en fait pendant l'ERC, c'était Igor, essaye de faire 1 euro non issu du salariat, tu vois. Ok. Genre juste en fait essaye de faire de l'argent non issu du salariat et de voir comment ça se passe, parce qu'en fait jusque là moi c'était simple, je gagnais bien ma vie via le salariat, mais c'était quelque chose que je voulais changer et je trouvais que c'était un très bon moyen de me faire passer à l'action. Donc ça peut être, tu vois, monter n'importe quel petit business si t'as envie de changer un peu. Ça peut être enfin moi c'était complètement un side business, hein. Je prenais aucun risque en fait, mais ça peut être, tu sais, de l'achat-revente sur Vinted. Si tu veux, tu peux faire des choses plus positives. Moi je sais que ça a été du coaching, donc ça a apporté en plus positivement. Mais voilà, cet aspect de faire de l'argent non issu du salariat. Ensuite, donc le Reboot Camp se passe, expérience absolument formidable. Moi, je suis toujours en contact avec les mecs de mon groupe et on s'est apporté énormément. Franchement, c'est top. Et après, c'est vrai que
On avait pas mal connecté aussi. Il y avait un petit peu comme le délire de l'athlétisme où je me donnais toujours à fond. Et pendant les lives on avait souvent des lives pendant le reboot camp. Je restais peut-être un peu plus longtemps. J'essayais d'être assez présent, d'apporter le plus possible. Et donc il y a des fois où on s'est retrouvés tous les 2 ou à 3-4 en fin de live. On a pu discuter un peu, pardon. Ouais, on avait des lives débats du coup sur cette édition Delta. C'était les débats, c'était déjà quoi? C'était pour ou contre la peine de mort. On avait ce genre de trucs. Il y avait la peine de mort, il y avait des trucs sur Dieu aussi, sur les drogues aussi, sur la vie après la mort, des choses comme ça. Du coup, bon, je reviens. À la fin du RC, on a bien connecté, etc. On reste en contact et l'édition de 2024 arrive. Donc c'était la première vraie édition du RC, puisque maintenant le RC c'est une seule fois par an, alors qu'avant il y avait plusieurs éditions par an. Et donc là, on était en contact et on se disait qu'on voulait peut-être faire quelque chose, que je participe au RC d'une manière un peu plus active que en tant que membre. Et donc moi là-dedans, je savais pas exactement ce que je voulais faire parce que moi j'ai pas mal de connaissances dans le milieu sportif, mais à l'époque j'étais vachement, puisque moi j'étais en pleine phase de développement personnel, j'étais passionné un peu par ces domaines-là et je te dis ok mec, j'ai envie de faire quelque chose plutôt comme un accompagnement en développement personnel. Et c'est donc là où t'as eu l'idée de me mettre avec Valentin, puisqu'on est très complémentaires et on a accompagné une quarantaine de gars pendant le RC ça dépendait des personnes, mais entre 2 et 4 appels sur un mois et demi pour avancer dans les différents domaines de leur vie sur lesquels ils avaient besoin d'aide grâce au développement personnel. L'idée, c'était à la fin du reboot camp, donc après un mois de programme, qu'ils aient au bout de chaque semaine, en fait, un appel de check-up avec vous. Donc ils avaient un appel à la fin du mois du reboot camp, ensuite un appel après 5 semaines, un appel après 6 semaines, et à chaque fois ils posaient des objectifs avec vous, et ils avaient l'appel avec les deux lieutenants, tu vois, pour être certains qu'ils aient avancé dessus. Ouais, c'est ça l'idée. On avait, je me rappelle, préparé une structure avec Valentin qu'on a absolument pas suivi parce qu'au final, les appels se faisaient extrêmement bien au feeling et on avait eu des très beaux résultats. Franchement, c'est là où tu vois que en un mois et demi, on avait eu des mecs qui avaient trouvé un appart, le job qu'ils voulaient, qui s'étaient trouvé une meuf. Enfin, tu vois, des mecs qui étaient vraiment passés à l'action et qui avaient eu des résultats extrêmement positifs sur un mois et demi. Quoi. Donc franchement, c'était une sacrée expérience. Et donc dans ce RC, tu m'avais demandé si je voulais quand même le refaire en tant que membre ou uniquement en tant qu'accompagnateur. Et moi je t'avais dit non, je veux le refaire en tant que membre parce que ça avait changé énormément de choses de manière positive dans ma vie. Donc je voulais revivre l'expérience, re-rencontrer un groupe, de nouveau être dans cet environnement qui est vraiment extrêmement intéressant, dans lequel on peut s'épanouir. Et je débarque dans un groupe, je rencontre plusieurs personnes du groupe, mais il manquait quelqu'un à l'appel pendant toute la première semaine. Et je peux poser un peu le contexte? Bien sûr, vas-y. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, lors du dernier RC, on a dû fermer les portes environ 3 semaines avant la fin des inscriptions parce qu'on était au complet. Et à partir de là, il y a plusieurs membres qui ont demandé, plusieurs personnes qui m'ont envoyé des emails pour me dire qu'ils voulaient participer au programme. Et je pouvais pas les inclure dans une des 2 sections parce que j'avais déjà 2 sections de 50 qui étaient au complet, donc 50 mecs. Et donc, ce que j'ai proposé à Valentin, c'était s'il trouvait une manière d'intégrer ces nouveaux membres dans la section sabotage, qui était une 3e section qui était, elle, composée de membres qui avaient déjà participé à une édition du Reboot Camp. S'il trouvait une manière de les intégrer, il pouvait lui se charger de répondre aux emails et ensuite de les faire rentrer dans le Reboot Camp. En leur expliquant qu'évidemment, s'ils rejoignaient la section sabotage, ils seraient là avec des mecs qui ont déjà participé au programme. J'allais les mettre dans des groupes avec des mecs qui étaient, qui allaient s'engager un minimum, tu vois, parce que on a des mecs de l'alpha et de la bêta qui peuvent venir sur tous les Reboot Camp. Donc forcément, j'ai pas vraiment de contrôle dessus. T'as des mecs qui viennent parce que ils disent OK, je participe, tu vois, et ensuite ils viennent juste pour regarder les modules et ils sont pas forcément très présents dans les groupes. Donc on a fait en sorte de mettre ces nouveaux mecs dans la section sabotage dans des groupes dans lesquels il y allait avoir un minimum d'engagement. Et il y a un gars qui a expliqué à Valentin qu'il pouvait pas payer sa place parce que il avait pas de thunes, mais qu'il allait demander de l'argent à sa mère, un truc comme ça. Et en fait, il avait fait sa demande assez tard. Et donc Valentin lui a dit OK, pas de souci, tu sais quoi, rejoins déjà ce groupe-là. Et de là, il a fait galérer Valentin à lui dire c'est bon, ma mère elle m'a filé l'argent ou elle me le file demain. Et ensuite c'est bon, je t'ai fait le virement. Ah non, le virement est pas passé. Et il a fait galérer Valentin comme ça pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours. Et le reboot camp commence et le mec a toujours pas payé. Et c'est ce mec-là du coup qui était pas présent, qui devait faire partie de ton groupe qui était composé de toi plus il me semble 2 anciens. Non, il y avait un ancien, c'était Tom. J'étais avec Tom. Ah ouais, vas-y, t'étais avec Tom et du coup 3 nouveaux plus ce mec. Donc il y avait ce mec, 3 nouveaux, Tom et toi. C'est ça. Et donc tout le monde était là sauf ce mec.
Exactement. Okay. Et alors moi du coup, évidemment à l'époque j'avais pas les détails financiers et toute cette histoire. Moi j'avais juste un membre du groupe qui était un nouveau membre manquant. Et donc la semaine se passe, pas de nouvelles, le tracker se remplit pas, il se passe rien. Et on va pour organiser donc le purgatoire de la première semaine. Tous les membres du groupe étaient méga chauds. Franchement, ils étaient tous là. Première semaine, ils avaient tous pris le pas. Ça discutait. Tout le monde venait aux appels de présentation. Il y avait une bonne énergie. Il y avait un mec qui venait de se faire larguer, qui était vraiment pas bien, qui déjà rien qu'au cours de la première semaine se sentait déjà mieux parce qu'il avait vachement extériorisé. On a été là pour lui. Tu vois, le groupe vraiment où c'est ce qu'on veut dans le reboot camp. C'est des gens qui s'apportent. C'est hyper positif et bénéfique. Mais il manque quelqu'un. Donc avec Tom, on était un peu les vétérans. Tom, c'est quelqu'un d'assez réservé. Je sais pas s'il y a eu un podcast avec lui ou... Tom Sabouret ? Ouais. Bah, en fait, il a l'air un peu réservé, mais tu l'as vu à Barcelone. Oui. T'as vu que, en fait, il a les deux côtés il va pas prendre forcément trop le lead, tu vois, vrai. dans un appel Zoom. Par etc. rapport à toi, tout le monde est très réservé. Genre, je vois pas quelqu'un qui pourrait être plus présent que toi, tu vois, dans un appel. Mais ouais, je vois, du coup. Et donc, Tom, moi, j'en parle un peu avec Tom. Je fais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et Tom, il me fait, je sais pas trop, etc. Je fais, bon, écoute, je prends les devants, moi, je vais l'appeler, ce mec, j'ai son numéro de téléphone. Je crois que je l'avais récupéré, j'avais accès au fichier, je récupère son numéro de téléphone, je l'appelle. Et c'était donc le vendredi, parce qu'on devait organiser le purgatoire, et on n'avait pas ses horaires. Je crois qu'on s'était arrangé pour le dimanche à 18h, ça convenait à tout le monde, mais il manquait sa confirmation. Donc je l'appelle, je lui dis ouais mec, il répond déjà, donc ça c'est cool. Et je lui dis mec, comment ça va et tout, on t'a pas vu de la semaine. Et il me dit ouais non, c'est un peu compliqué, j'ai beaucoup de trucs en ce moment, je suis très chargé niveau taf, etc. Et donc moi hyper compréhensif, je lui fais ok mec, écoute, aucun souci, donne-moi un peu tes horaires et je gère avec le groupe, te prends pas la tête, on se voit au moins juste dimanche parce que c'est important que tu sois là. Et puis voilà, d'ici là, prends soin de toi. Et le mec me dit ok, par contre moi dimanche, j'avoue, je travaille toute la journée, je peux que le matin à 8h. Donc bon, je lui dis ok bon écoute, le groupe on avait vu à 18h, mais écoute allez c'est bon, je vais m'arranger avec eux, on va essayer de faire ça à 8h dimanche, mais il faut shifter un peu tout 2 jours avant, mais allez on le fait à dimanche. Donc là, je me gère avec le groupe. Moi, je connais pas du tout cette histoire. Hein. Si jamais là, j'apprends ça pour la première fois de ta bouche, mec. Bah du coup, on shift tout le groupe pour dimanche 8h. Et donc, du coup, il y en a qui doivent se réorganiser. Plusieurs membres du groupe qui avaient organisé 18h, ils doivent se bouger pour 8h, du coup, changer des plans de famille et tout. Enfin, tu vois, on fait ça en fonction du mec, quoi. Ouais. Alors que le mec, on n'a pas eu un message, rien et tout, tu vois, mais ok, bon délire et tout. Arrive le dimanche à 8h, le mec, il se pointe, je sais même plus avec combien de retard, mais il se pointe en retard, tu vois. Ouais mec, encore sorti de la douche et tout, en retard, mais en mode rien à foutre, il s'excuse pas et tout, il débarque avec une grosse énergie quand même. Ouais. Et très nonchalant de ce que j'ai vu dans la vidéo que vous m'avez envoyée. Ouais, une grosse énergie mais assez nonchalant, très sûr de lui aussi quand même. C'est ça. Et en fait, on commence à donc faire un peu le déroulé du purgatoire. Et en fait, il s'avère qu'on avait énormément de pompes parce que il n'avait pas rempli son tracker. Et donc en punition, on avait 1600 ou 1700 pompes. Et en fait, quand on regardait les trackers des autres, on était tous à 2-3 fautes. Donc ça équivalait, je pense que c'était 10 pompes pour une faute, quelque chose comme ça. Donc on avait 20-30 pompes par personne. Et donc voilà, 150 pompes par exemple, on va dire, pour tout le groupe. Et lui, il en avait ajouté 1600 tout seul. Parce que littéralement, son tracker, il l'avait pas ouvert. Il avait absolument rien fait. En fait, il avait pas pris le pas du reboot camp. Donc il avait mis en place aucune habitude. Il avait rien changé à sa vie. En fait, il avait laissé juste une semaine passer. Et il débarque là. Nous, on s'était arrangé avec Valentin parce que l'aspect du reboot camp, c'est quand même de s'aider les uns les autres. Alors quand quelqu'un a une mauvaise semaine, le but c'est pas de l'accabler, c'est on va tous pomper pour toi et par contre on va essayer de comprendre pourquoi et essayer d'améliorer pour que la semaine prochaine on pompe moins tous ensemble. Mais du coup dans l'esprit avec Tom, on s'est dit non, on va faire 1700 pompes parce qu'on va supporter notre gars, il a eu une sale semaine, on va être là pour lui, tu vois, c'est ça l'esprit aussi. Et Valentin nous avait dit non les gars, franchement pour les nouveaux 1700 pompes alors que les mecs ils ont fait 2 fautes, c'est vraiment trop dégueulasse, on va vous caper à 450 pompes. Donc déjà, merci Val, franchement, il nous fait un cadeau sur ce coup-là. Et donc on a 450 pompes. Il faut savoir que dans mon groupe, il y avait un mec, c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai un coaching sportif, mais il y avait un mec qui faisait pas 10 pompes d'affilée, tu vois. Et Thomas, qui a été un guerrier parce qu'il a un gros mental, mais il avait pas 10 pompes. Donc déjà 450 pour lui c'était une épreuve, tu vois. Et là le Anthony, bah oui. Et c'était très long, mais on était là pour lui. Et en fait le Anthony commence à dire mais comment ça 450 pompes, mais on est à l'armée, il nous envoie en Israël, je sais pas quoi et tout. Il commence à être vraiment border et puis il voulait vraiment pas faire ses pompes. Il dit non mais moi c'est mort, il nous prépare aux Jeux Olympiques ou quoi, c'est n'importe quoi. Et un peu sur le ton de l'humour, mais ça foutait une sale énergie. Et de toute façon, il s'était connecté en retard, il y avait une très bonne vibe. Et quand il s'est connecté, en fait, il a imposé son énergie, mais qui était très très négative, très très pessimiste aussi. Mais négatif, pessimiste, moi de ce que j'ai vu dans la vidéo,
en étant en même temps un peu drôle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très sûr de lui, très à faire des blagues comme ça, et c'était le plus âgé du groupe. Il avait genre 27 ans ou 28 ans, il me semble. Ouais. Et moi j'ai vu la vidéo, j'étais très surpris de voir quelqu'un comme ça. Ouais. Je te laisse. Et le problème, c'est que donc les nouveaux, ils savaient pas trop comment réagir, donc ils disaient, on va dire, trop rien. Tom, qui est donc un peu plutôt dans son coin, il regarde plutôt de loin, donc il disait rien non plus. Donc j'étais le seul en fait à monter au créneau et à lui dire, mais mec, en fait, faut que tu comprennes un truc, c'est que là, nous tous réunis, on a peut-être entre 100 et 150 pompes. Donc là, les 300, c'est vraiment juste pour ta poire, et c'est parce que Val a été gentil de pas nous en mettre 1700. Donc je pense que t'es le dernier qui peut prendre la parole et se plaindre. Je pense que tu devrais juste exécuter et t'excuser, tu vois. Je lui dis pas ça comme ça, hein, je mets beaucoup plus de forme, moi aussi j'étais dans la rigolade, etc. À ce moment-là, le but c'était quand même de comprendre et d'essayer d'aider le mec, quoi. Sauf que le mec veut pas faire ses pompes, il essaye de dire mais je peux pas faire des squats à la place. Donc au bout d'un moment un peu lourd, quoi, et on finit par démarrer les pompes, mais il fait les gars, moi par contre là faut que j'aille bientôt dans 45 minutes, donc moi je fais un peu de pompe et puis je me casse après, quoi. Donc vraiment l'esprit, mais rien compris. Et ça c'était le premier problème, on va dire. Mais le deuxième problème, c'est que son énergie, sa façon de faire et sa façon de voir les choses, il était pas ouvert à découvrir les autres personnes, il posait pas de questions, il est arrivé, il a un peu foutu le bordel, mais il a rien apporté en fait. Et c'était clairement quelqu'un qui était venu pour recevoir mais pas pour donner. Ça se sentait directement, et en fait tout le monde s'est fermé, surtout les nouveaux. À partir du moment où il est arrivé, il imposait une énergie masculine très forte et très toxique, mec. Très toxique, ouais, exactement. Ouais, et donc par exemple, il y avait un des membres qui s'était fait larguer un petit peu juste avant le reboot camp, quelques jours avant, qui avait besoin en fait d'écoute. Mais c'était pas du tout ça qu'il était prêt à apporter, Anthony. Donc la personne, elle s'est fermée directement et elle pouvait plus nous parler de ses problèmes de cœur, d'émotion, parce que justement l'énergie masculine toxique qu'il amenait empêchait toute discussion où l'homme se place en position de faiblesse. Tu vois. Et donc moi je me suis dit, donc là le mec qui avait fait beaucoup de progrès en une semaine, si on garde cet énergumène dans le groupe, on va perdre tout ça. On n'aura plus la même énergie. Limite, il faudra que moi je l'appelle à côté pour qu'on puisse continuer à discuter et avancer, etc. Parce que ça va pas se faire en groupe avec lui, quoi. Donc je réfléchis, j'en parle à Tom. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait, le mec il veut pas faire ses pompes, on n'a aucune certitude qu'il va faire la semaine prochaine correctement, et surtout il flingue l'ambiance qui permet aux gens d'évoluer. Et c'est ça le plus grave. Donc là je me dis écoute, je vais en parler à Val, vidéo à l'appui parce que tous les purgatoires sont filmés pour vous envoyer pour preuve. Donc j'envoie la vidéo à Val en lui disant mec, je pense qu'il y a un souci avec ce membre là, et en plus de ça, donc Val me répond en plus ce mec n'a pas payé, donc il va dégager très très vite, et clairement il y a une énergie, il y a pas vraiment beaucoup de prérequis pour entrer dans le reboot camp, si ce n'est l'envie d'aider, donc de donner et de recevoir, d'avancer. Mais au bout d'un moment, quand tu veux juste recevoir, que t'as une énergie négative, que ça empêche les autres d'avancer, t'as pas ta place ici. Si tu veux pas t'investir et que tu veux rien faire, tu peux aller voir ailleurs, quoi. D'ailleurs, pour finir cette histoire, comme quoi le négatif peut amener aussi du positif, comme ce mec-là a été viré du groupe, il y avait une place de libre, et vous avez ajouté Nolan. En fait, on avait laissé le choix aux nouveaux membres, du coup aux 3 nouveaux membres qui étaient dans votre groupe, de choisir quel membre est-ce qu'ils voulaient avoir. Et on leur a proposé 2 profils. On a proposé profil directeur d'agence marketing, Nolan avec création singulière, et Hugo qui était vraiment chaud dans la finance, qui investit bien, qui a un oncle qui est très calé là-dedans aussi, et ils ont choisi d'être avec Nolan. Du coup, on a fait rentrer Nolan dans le groupe et ils ont bénéficié d'un membre de très haute qualité. Mais ouais, Nolan en plus, moi c'est ce qui m'a permis de le rencontrer finalement. J'avais pas eu l'occasion avant, donc c'est grave bien entendu, on a grave bien connecté. Et c'est vraiment quelqu'un de très très chouette, Nolan. Donc comme quoi, voilà, du négatif naît souvent aussi du positif, et donc très belle opportunité. Donc voilà pour ce RC. On peut peut-être passer un petit peu aussi à ce que ça m'a apporté après, parce que finalement il y a eu ces 2 RC qui étaient assez rapprochés, 3 mois d'écart je crois. C'est ça. Et depuis il s'est passé donc 9 ou 10 mois. Et qu'est-ce qui a un petit peu changé à la suite de tout ça aussi, j'imagine que ça peut t'intéresser. Fond, vas-y, mec. Donc moi je vois un petit peu les différentes sphères de la vie, tu vois, t'as tout le côté familial, amical, loisir et pro. Et donc au niveau familial, franchement c'est assez lié au niveau amical, c'est-à-dire que j'ai entrepris beaucoup de choses depuis, ce qui fait que j'ai eu moins de temps, et en fait je me suis concentré sur passer du temps de bien meilleure qualité avec ma famille comme avec mes amis. Et au niveau familial, le fait de passer à l'action dans les différents domaines de ma vie, c'est marrant, ça a eu un impact, c'est que je suis passé aussi à l'action dans le domaine familial.
C'est-à-dire que moi je trouvais qu'on faisait pas assez de réunions de famille, de moments de famille. À chaque fois c'est des moments absolument fantastiques, hors du temps, quand je me retrouve avec ma famille, et pourtant ça n'arrive qu'une fois par an, tu vois. Et à chaque fois qu'on propose, les gens sont chauds, mais personne propose vraiment parce qu'il faut organiser, etc., tu vois. Donc là cet été j'ai organisé une réunion de famille avec mon père. Et donc voilà, comme quoi le passage à l'action, il y avait beaucoup de croyances limitantes justement chez mon père. Il disait ouais non mais personne va dire oui, c'est trop tard, c'est trop ceci. Et au bout d'un moment, on lance, on organise, et on a appelé d'ailleurs le mail qui peut vient. Et en fait, on a fait un truc à 20 famille personnes. Au sens large, du coup. Famille avec les oncles et tantes et ouais, cousins. c'est ça, exactement. Okay. Famille au sens large. On a fait un truc, on était quasiment 20. Moment absolument formidable avec ma famille cet été. Et moi, je suis le petit dernier de toute cette famille. C'est-à-dire que mon père est le petit dernier de tous les oncles et tantes. Et moi, je suis le petit dernier de mes 3... on est 4 frères. Je suis le dernier, tu vois. Et donc, c'était assez marrant que ce soit moi qui organise ça. Parce que normalement, c'est plutôt les anciens. Et là, l'initiative est venue de moi. Donc, j'étais hyper content d'organiser ça. Ça a été vraiment... chouette. Donc voilà, un petit peu de truc au niveau familial où ça a quand même pas mal amélioré des choses. Au niveau amical, là ça a été aussi, je ne dirais pas radical, mais il y a eu quand même pas mal de changements qui ont opéré. C'est-à-dire que le fait d'avoir moins de temps, je l'ai accordé vraiment à des gens qui voulaient me voir avancer, que moi je voulais voir avancer aussi. Et donc j'ai quelques amitiés qui, on va dire, étaient peut-être pas inutiles, mais qui pour lesquels on s'apportait moins, ou des trucs plus toxiques. Et c'est pas volontaire ou actif de s'en séparer, c'est simplement que j'ai plus d'envie d'aller voir des personnes qui me veulent du bien, simplement. Et donc ça se fait un peu naturellement parce qu'on les capte moins, on les voit moins, on passe moins de moments avec eux, on partage moins avec eux, donc on connecte moins, et ça se fait naturellement, quoi. Ok, super intéressant. Je te propose qu'on fasse une petite pause, parce que ma caméra va se mettre à surchauffer, pardon. Je vais me resservir un café et on reprend dans 1 minute. Allez. Du coup, tu parlais des différents piliers. C'est ça. On était sur un petit peu les 4 sphères de la vie et comment j'avais évolué depuis 1 an, depuis Reboot Camp. Ok. J'avais fait déjà la sphère familiale et amicale, donc un petit peu sociale, on va dire. Maintenant, je vais passer sur la sphère loisir, et puis je finirai par la sphère pro. Loisir, c'est aussi sport, santé. Finalement, c'est cette sphère-là. Pour démarrer peut-être par la santé d'abord, en fait, ça fait, on va dire, des années que j'essaye d'optimiser un petit peu ma routine de vie, etc. Le Reboot Camp m'a apporté aussi beaucoup de bonnes habitudes. À ce jour, j'utilise toujours le tracker du Reboot Camp, très assidûment. Le meilleur des trackers. Le meilleur des trackers. C'est le seul tracker que j'ai vraiment suivi sur le long terme, et qui m'a vraiment apporté des réels bénéfices, tu vois. Alors peut-être que c'était aussi le fait qu'il soit introduit dans une expérience comme le Reboot Camp. Mais c'est ce que t'en fais, tu vois, à chaque fois. Là, je disais ça en rigolant parce qu'au final, il a rien de spécial, ce tracker. Mais comme tout, et c'est ce que j'explique au début du programme, si tu t'habitues et si tu t'apprends à respecter quelque chose, tu vas quelque part le sacraliser. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir une relation avec quelqu'un, tu vas respecter cette personne au début, peut-être par défaut, parce que, je sais pas, c'est un prof ou un instructeur, ou parce que c'est une meuf, tu vois. Et un jour, peut-être, tu vas manquer de respect à cette personne. Tu vas tu vas mal t'adresser à elle de façon un peu impolie. En fait, tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment de conséquences, et du coup, tu vas t'habituer à manquer de respect à cette personne. Tu peux faire pareil avec des cahiers, tu vois, c'est l'exemple que je donne dans les couples, ça. Dans les couples, exactement. Ça arrive avec des objets aussi, tu vois, au début, t'achètes tes chaussures, t'en prends super soin, et au bout d'un moment, tu leur chies un peu dessus, tu vois, tu t'en fous, elles sont dégueulasses. Et avec un agenda, ou un tracker, comme c'est le cas dans le Reboot Camp, si dès le premier jour, tu respectes ce tracker, c'est-à-dire que assidûment, le matin, après ta routine, tu vas cocher les trucs, tu vas ne surtout pas mentir. Pareil le soir, tu termines ta routine, tu coches tes trucs. Tu maintiens, si tu veux, ce caractère sacré de l'objet, et cet objet a énormément de... Tu vois, il a une certaine valeur, il a une certaine puissance. C'est pour ça que tous ceux qui un jour ont menti sur leur tracker, ou tous ceux qui un jour, tu vois, avaient leur agenda, ont écrit qu'ils allaient faire quelque chose et au final ils le font pas, t'es un peu baisé parce que t'as désacralisé l'objet, et à partir de là, il y a des moyens de s'en sortir qui seraient par exemple d'utiliser un autre type de tracker. Tu pourrais passer sur un tracker papier, un agenda, je sais pas, sur Google Agenda, tu passes sur l'agenda Apple, mais ça, tu te le dois à toi. C'est pas, tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'es arrivé dans le reboot et t'as dit, vas-y, je vais faire les trucs proprement. T'as dit, par exemple, j'en profite pour rebondir là-dessus, ça me revient juste maintenant, mais que t'as fait les exercices de façon assidue. Et ça, mec, tu vois, c'est quand tu fais les exercices de façon assidue, même si tu te dis, écoute, j'ai jamais vraiment fait ça et tout, je sais pas pourquoi je le ferais. Non, tu le fais parce que tu respectes le programme. Et quand tu te dis que tu respectes le programme, t'es dans un mindset qui est complètement différent et t'es ouvert à recevoir quelque chose de peut-être intéressant. Et comme tu l'as dit aussi, tu sais pas ce que tu vas en tirer au moment où tu rejoins le truc, mais si t'es dans un esprit
de réception et de faire les choses correctement, tu vas être frappé par c'est ce que tu es en train d'expliquer, tu as des petites améliorations dans différents domaines. Et c'est ça, enfin des grosses même, mais c'est vrai ce que tu dis. Je pense que c'est pour ça que le RC m'a autant apporté, c'est parce que je l'ai pris vraiment à cœur et je me suis investi. Et en y repensant, encore aujourd'hui, j'ai jamais menti dans mon tracker. Parce que si je n'utilisais pas le tracker, je le remplissais pas, mais j'ai jamais coché des cases dont j'avais pas fait l'habitude, tout simplement, même encore à ce jour, tu vois. Et ce tracker, c'est vrai que il y a complètement ce phénomène de sacralisation, parce que rien que d'y penser, j'ai une émotion associée à ce tracker, alors que c'est un cheat. C'est complètement fou, non? Et en fait, j'ai une émotion qui est associée, et il paraît hyper important pour moi. Et ouais, il a beaucoup plus d'importance. Alors depuis, je l'ai quand même pas mal modifié, etc. Mais en termes d'esthétique, c'est le même. Et puis c'est la même base. Mais oui, donc bref, il y a cette histoire de tracker. Moi, j'ai beaucoup essayé d'améliorer un petit peu les différents domaines de ma vie, d'optimiser. Ça a été vraiment le maître mot, on va dire. C'était déjà le cas un petit peu avant le Reboot Camp, mais le Reboot Camp, comme dans plusieurs domaines, ça a vraiment été un accélérateur, un tremplin. Tu vois, comme dans les jeux, tu sais, où t'avais des voitures et tu marchais sur les plates-bandes qui te font accélérer. Le RC pour moi, ça a vraiment été carte, des trucs arc-en-ciel. Exactement, tu vois. Et faudrait faire un réel avec un montage Mario Kart, des accélérateurs, et t'as le Reboot Camp et t'accélères, tu vois. Et donc ça a été un accélérateur de toutes les habitudes. Donc ça passe par la première étape, c'est de se renseigner un petit peu, tu vois. Par exemple, quels sont les effets de l'alcool, vraiment, mais de manière pas simplement une recherche internet, tu vois. D'essayer de lire un petit peu les recherches, de regarder des méta-analyses, de regarder dans le détail. Ah ouais, l'alcool c'est mauvais pour le foie, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules? L'alcool, bon, pour ceux qui le savent pas, il y a énormément d'impact sur l'anxiété par exemple. Mais comment chimiquement ça se produit? Pourquoi est-ce qu'il y a une addiction? Pourquoi est-ce qu'on a mal à la tête en lendemain de soirée, etc. Et quand tu vas vraiment rechercher, que tu comprends les impacts, les bénéfices, après tu peux l'appliquer à ta vie. Bon, pour l'alcool c'est assez simple, il y a juste à ne pas en boire, et ensuite t'en tires les bénéfices. Mais ça, par exemple dans l'alimentation, c'est extrêmement complexe. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis des années. C'est peut-être le sujet sur lequel je suis le plus précis et poussé avec l'entraînement. La prépa physique, c'est la nutrition, ça me passionne. Il y a tellement de choses que les gens ignorent, et il y a tellement d'optimisation à prendre en compte. Tu vois, moi c'est vrai que je prends assez peu de compléments alimentaires, juste les essentiels, mais tu vois, par exemple, au lieu de prendre des oméga 3, tu vas manger par exemple graines de courge, non, ça c'est pour du magnésium, pardon. Tu vas prendre du lin, des choses comme ça, tout ce qui est poisson gras, des choses comme ça. Pareil, donc le magnésium, tu vas prendre graines de courge, banane, avocat, enfin, t'as plein d'optimisations que tu peux faire. Et t'as des choses qui vont synergiser avec d'autres choses, tu vois. T'as des questions de biodisponibilité. Enfin, c'est passionnant. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, tu apprends un petit peu comme ça dans les différents domaines. Tu l'appliques à ta vie, à tes objectifs. Et moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu dans les différents domaines. Donc, au niveau de ma santé, ça a explosé parce qu'en fait, j'ai fait les mêmes travaux sur le sommeil. Ok, l'endormissement, la qualité du sommeil, j'ai traqué. J'ai essayé d'améliorer tout ça. Donc au final, au fur et à mesure, j'ai grandement amélioré mon sommeil, ma récupération. En termes d'entraînement, ça évidemment, j'ai poussé le vice très très loin sur comment optimiser en termes de volume, en termes d'intensité, toutes mes progs, etc. Au niveau de l'alimentation, comme je le disais aussi. Et ça s'est fait un petit peu dans les différents domaines de ma vie. Donc au niveau santé, j'ai explosé depuis le RC parce que j'ai compris énormément de choses. Je me suis renseigné de manière poussée sur les différents domaines qui constituent la santé et j'ai amélioré, tu vois. Mec, c'est ouf. À chaque fois j'ai pas souvent des mecs qui me parlent de progrès dans autant de domaines que ça et de façon aussi claire et précise. Mais à chaque fois qu'on me parle de progrès qui ont été faits pendant le Reboot Camp, une partie de moi, tu vois, elle est un peu choquée. Au sens où moi, bien sûr, je fais de mon mieux pour mettre en place la structure qui vous explique pourquoi c'est important de viser vers le haut et de se développer dans les différents domaines. Mais ensuite, c'est l'énergie, comme tu dis, que vous créez ensemble avec le groupe et c'est des choses que vous faites. C'est-à-dire que moi, tout ça, je peux pas le faire à votre place. Et de voir à quel point vous vous êtes chauffés, les gars, ça me... Ouais, je suis sans voix. En vrai, ouais. J'ai l'impression, là, de tout ce que tu racontes, mec, mais t'es passé en mode Super Saiyan pendant un mois complet, mec. Ouais. J'ai l'impression qu'on est dans le film Limitless avec la pilule NZT, là. Ouais. Ce film, ouais, genre, le mec, il a pris ça, boum, lucide et... C'est ça. Et moi, je me pose souvent la question, T'as pas des parts dans le Reboot Camp, hein, rassure-moi, parce que genre, en vrai, moi, je me dis, mais, est-ce que tu dis ça pour me faire plaisir ou autre? Vraiment, il y a une partie de moi qui est en train de se... Non, moi, la réflexion que je me fais souvent, c'est est-ce que Elio est conscient d'à quel point le Reboot Camp a amélioré nos vies?
En fait, je me rends pas compte, tu vois, parce qu'on t'en parle, mais je me dis, est-ce qu'il se dit pas juste, ah ouais, ils sont gentils avec moi. Ça, il y a sûrement eu du positif, mais non, mec, tu te rends pas compte. Bah, en fait, je te le dis droit dans les yeux, tu vois. Ouais, genre, vraiment, et j'ai pas fini encore. Mais déjà, tu vois, quand tu vois tout ça, c'est énormément d'aspects positifs. Et je pense qu'on va venir, d'ailleurs, au plus grand changement pour moi, qui a été amené par le Reboot Camp, c'est au niveau professionnel. Bon, donc moi j'étais dans le conseil en transformation chez Airbus. De là, j'avais quand même des ambitions de faire mieux. Donc je chope une grosse augmentation, donc ça c'était assez cool. Et derrière, je me dis ok, puisque mon travail... Elle est venue d'où cette augmentation? C'est une très bonne question. En fait, de base, elle m'était pas donnée. J'avais une augmentation ridicule. Enfin, en fait, c'était l'augmentation moyenne, mais moi, c'est vrai que je la trouvais ridicule par rapport à d'autres offres que je pouvais avoir à côté. Et c'est marrant que tu poses la question. Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça, c'est-à-dire que j'étais dans les headquarters en fait, donc le QG, enfin le siège, pardon, le siège de la boîte dans laquelle je travaille à Toulouse. Et en fait, j'ai contacté directement le directeur de l'agence. Donc c'est une boîte qui fait 3200 personnes. J'ai contacté le directeur qui est le numéro 2. T'as vraiment le CEO et ensuite t'as le directeur de l'agence toulousaine qui est le siège, qui est le numéro 2 un peu de la boîte. Tu vois. Ok, d'accord. Et je l'ai contacté lui directement en lui disant mec, je suis pas content. Et on s'est fait un entretien d'1h30. Bon, le mec, c'est une tête en face. Moi, j'avais préparé mon entretien, etc. Mais ça a été des échanges hyper intéressants, tu vois, comme truc. On a passé 1h30 ensemble. Et en gros, d'une augmentation... je peux pas donner les chiffres, je crois. Mais en pourcentage, en termes de pourcentage je suis passé en gros de 5% à 14,5%, tu vois. Ok, donc t'as une offre quasiment 3 fois supérieure à celle que t'as eu de base. C'est ça. Juste avec un appel. Non mec, en physique, en direct. Ah, en physique. Ouais, le mec, je lui ai dit on va se trouver un moment et on s'est pris 1h30 et on a vachement argumenté. Et l'idée c'était quoi? C'était que t'allais plus pousser toi aussi de ton côté. Ouais, en fait il m'a dit je te rentre un peu dans un programme d'accélération, mais au final je savais que c'était des trucs que j'allais remplir très vite et assez facilement et donc ça s'est fait quasiment en fait instantanément, tu vois, et ça m'a permis de quasi tripler l'augmentation. C'est ouf, les gens ils réalisent pas à quel point ça peut être bénéfique de se montrer proactif parce que tu te dis vas-y je vais me prendre un plus 5%. Bah vas-y, je prends le plus 5% et on avance. Et en fait, c'est là que t'as l'impression de stagner du coup, parce que t'avances pas vraiment, tu fais un plus 5% par-ci par-là. Qui se dit, vas-y, je prends un plus 5%, je vais tenter de contacter. Du coup, c'était le boss de la structure toulousaine. Donc c'était le directeur du truc de Toulouse. Numéro 1 de la structure toulousaine, du siège, ouais. Un acharné, mec. Et ouais. En plus, le mec, c'est vraiment une tête et donc je débarque, lui, il pensait, moi j'ai tout cru, tu vois, mais j'avais préparé quelque chose de très solide en face aussi. Et donc on a pendant 1h30 et je m'en suis très bien sorti, donc ça c'était cool. Bravo, mec. Mais bon, après c'est pas des gros achievements, hein, mais en tout cas ça c'est plutôt le côté osé. Mais tu te rends compte que genre ça, un mec qui le fait dans tous les petits domaines de sa vie, à chaque fois qu'il y a une petite opportunité, boum, tu vas chercher un petit peu plus, boum, on accepte ça. Oser, mec. Ouais. Oser demander. Moi, c'est ce que ma meuf, elle me dit, genre, je reviens pas à quel point t'oses demander, tu vois. Ouais. Et t'oses, genre, aller sur son anniversaire, là, le 5 octobre. On pense à elle. Et on pense à la petite, penser à ma meuf dédicace à ma meuf qui ne parle pas français. Et je sais que la voisine est violoncelliste professionnelle, elle joue dans l'orchestre de Budapest. Incroyable. Et du coup, j'ai été voir la voisine le jour même, parce que l'idée m'est venue le jour même. T'es allé sonner chez la voisine? J'allais sonner chez la voisine et je lui ai demandé si elle ferait pas un petit concert de violoncelle à ma copine. Et elle a fait, ah oui, bien sûr, à quelle heure et tout. Du coup, j'ai eu gratuit, tu vois, un concert. Elle est venue dans la chambre, elle s'est posée et elle a fait le petit concerto comme ça. Magnifique, t'as créé un moment de vie. Et elle lui a même amené des chocolats, tout ça. Elle était trop chou, mec. Voilà. Tu dois avoir l'impression d'abuser carrément. Mais tu vois, et en plus, ce qui est trop cool, c'est que de le demander, ça a renforcé ma relation avec la voisine. Ouais. Au sens où, maintenant, je suis super reconnaissant. Là, d'ailleurs, je me suis dit, ce serait cool que je lui amène des fleurs ou un truc comme ça, un de ces jours. Et du coup, tu lui amènes des fleurs. Et donc, elle est super contente aussi. Et puis, si demain, elle a besoin d'huile d'olive ou j'en sais rien, elle le demandera plus facilement. Mais demander aux gens, c'est... Si elle a besoin d'huile de lin pour les oméga 3, par exemple. Putain, même bien, mais avec huile de lin ou des petites graines de courge pour le magnésium, c'est ça? Exactement. Yes. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est trop cool. Et justement, le fait d'oser... en fait, ça vient pour moi de la confiance en soi. C'est-à-dire que quand j'ai pris du poids grâce à la calisthénie, grâce à la musculation, en fait, c'est ce qui m'a amené ma confiance en moi, et ma confiance en moi, c'est ce qui me permet d'oser. Donc, en fait, pour moi, tout démarre de ma personne qui ne faisait pas de sport, enfin, du moins qui faisait pas de sport, hein, qui l'a permis de progresser aussi physiquement. Ça a amené une progression physique, performance, qui a amené une confiance en moi, et cette confiance en moi m'amène à oser. Et ça, c'est depuis assez jeune que j'ai fait cette transformation, quoi. C'est un truc, ça m'a apporté énormément d'opportunités. Donc du coup de là je récupère une bonne augmentation et à un moment je me dis
quitte à faire un travail qui ne me comble pas complètement. Encore une fois, je crache pas du tout dessus. Franchement, c'était un taf vraiment cool, mais qui ne me comblait pas à 100%, on va dire. Je me dis, bah écoute, autant, moi j'adore la nature, la montagne, la mer, autant le faire en Suisse, tu vois. Parce que je ferai le même taf et pour le coup, je fais un x2 sur mon salaire. Et donc, je vais le faire en Suisse. Et en fait, je serai à la montagne. Je mettrai beaucoup plus de côté pour me permettre de réaliser d'autres projets par la suite. Et au final, je ferai le même taf. Donc pourquoi pas, tu vois. Alors pourquoi ? Parce que ta boîte avait une branche en Suisse, Airbus. Ouais. Ça aurait été de bosser chez Airbus de nouveau ? Non, ça aurait été dans l'industrie, mais pas nécessairement chez Airbus, mais dans la même boîte qui travaillait pour Airbus. Okay. Et en fait, de là, je me dis, ok, bon, on va décaler en Suisse avec ma copine. Et donc je vais voir ma boîte, mais je savais que ma boîte avait une branche récemment créée, donc en juin 2022 en Suisse, mais que ils n'acceptaient aucune demande parce que tout le monde voulait y aller, donc c'était mort. Et donc là, je vais les voir et je leur dis, donc je retourne voir d'abord mon manager, puis je vais voir le directeur, donc le directeur dont je parlais précédemment, et je lui dis, bah écoute mec, c'était cool, mais je me casse en Suisse. Genre combien de temps après l'augmentation? 6 mois peut-être après, donc c'était complètement, c'était pas relié. Et là, je dis, bah écoute mec, je me casse en Suisse et voilà, c'est avec ou sans la boîte. Et moi, je m'attendais à qu'il dise, ok, bah écoute, bonne aventure en Suisse, mec et tout. Et le mec, il me dit, ah non mec, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de t'emmener en Suisse, etc. Tu sais, c'est très compliqué, mais je pense qu'on va essayer de faire un truc pour toi. Et tout. De là, bref, s'en vient 3 entretiens. Donc je passe 3 entretiens, etc. Donc moi, j'étais déjà très étonné qu'ils ouvrent des places et je suis pris. Donc là, la meuf m'annonce, donc c'était la recruteuse. Mec, c'est incroyable. T'es la première personne qu'on réintègre depuis l'ouverture de l'agence. Elle même savait pas trop, tu vois, ce qui se passait. Et donc vraiment un truc assez incroyable. En effet, mon salaire était doublé. Donc vraiment trop cool, tu vois, j'avais 24 ans, ça me faisait vraiment là commencer à faire un très bon salaire, tu vois. Et ils me disent OK, on a accepté tes dates de changement. Donc j'avais imposé mes dates, j'avais donné des dates, ils ont accepté ma demande, mission, etc. Tout. Une semaine passe, j'en parle autour de moi à fond. Je voulais prendre un maximum de feedback. Justement, c'est là où c'est important d'avoir des amis qui te veulent du bien, parce que mes amis ils vont pas soit être jaloux, ils vont juste vouloir mon bien, tu vois. Et je leur en parle et au final, je me rends compte que quand j'en parle, je parle toujours de mon projet perso avec cœur, et que l'autre c'est un peu, franchement c'est trop cool parce que je vois bien que par rapport à la moyenne des gens de mon âge c'est quand même une bonne situation, mais c'est pas vraiment celle qui me comble à 100%, tu vois. Et à force d'en parler et les retours des gens, je me rends compte que non, en fait il faut que je refuse l'offre, que je démissionne et que je me lance pour vivre mes rêves, tu vois. Et donc je rappelle la meuf la semaine d'après et je lui dis écoute, je vais refuser l'offre, tu vois. Elle était complètement choquée. Et finalement elle m'a quand même souhaité une bonne aventure entrepreneuriale, et donc de là je démissionne dans la foulée et je me lance du coup à plein temps dans le coaching que je faisais déjà depuis quelques années, dans le but d'aider un maximum de mecs, et donc c'est là où je démarre un petit peu l'activité dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc c'est des suivis. Moi je suis basé plutôt pour les skinny, les ectomorphes, parce que moi de base quand j'ai démarré je faisais 57 kilos, et le fait justement de prendre 10 kilos, ça a quand même changé mon physique et la perception que les autres avaient de moi, donc au global la vision que moi aussi j'avais de moi, et donc c'est ça que je souhaite apporter. Et après moi ma grande passion c'est le street workout, la calisthénie. Je suis vraiment pas fan, mec, ça vient de toi aussi, hein. Je suis vraiment pas fan, tu vois, d'un chest press. T'as un très bon recrutement, mais ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime plutôt les mouvements fonctionnels. Alors après, je mets des poids parce que je me leste beaucoup, mais sur de la traction, du dips, etc., tu vois. Et donc c'est ça aussi que j'ai envie d'apporter. Et à première vue, on pourrait se dire, mais mec, les skinny, la calisthénie, ça va pas forcément les aider parce que, en fait, en calisthénie, t'as envie d'être relativement léger, tu vois. C'était un peu ce que je me disais au début, puis finalement, en fait, en parlant avec des mecs skinny qui avaient pris du poids, je me suis rendu compte que les mecs skinny veulent pas du tout avoir un physique genre bulky, tu vois, faire 85 kilos, un peu gras, etc. Souvent, les skinny, après vous me direz ce que vous en pensez en tant que skinny. On vous lira les skinny. On lira les commentaires, mais souvent les skinny, ils veulent plutôt avoir des physiques comme le tien, comme le mien, tu vois. C'est-à-dire qu'ils veulent garder leur aspect quand même assez fin, mais en fait prendre du muscle, être en V et avoir des performances, tu vois. C'est plutôt ça qu'ils recherchent que juste d'être énorme et tassé, tu vois. Beaucoup de débutants ils recherchent plutôt ça, mais c'est vrai que les skinny plus que des mecs qui auraient plutôt du poids à perdre. C'est ça. J'ai l'impression que les gens qui ont du poids à perdre, ils visent des physiques peut-être un peu moins gras généralement, mais pas aussi entre guillemets athlétiques, tu vois, peut-être un peu plus bulky de base. Exactement. En fait, on n'a pas envie de trop changer. Quand on commence, généralement, on veut
se développer en fait, vers... on s'imagine musclé, et donc on s'imagine en étant musclé, et finalement les physiques de calisthénie à un bon niveau, c'est des physiques incroyables. La calisthénie, le street workout, même au poids du corps, permet vraiment de se développer et d'exploser. Et ensuite, si tu ajoutes à ça une bonne programmation, si en plus tu as accès à une salle par exemple, ça peut être vraiment banger. Mais déjà, quelqu'un qui a juste une barre de traction ou des anneaux et de quoi faire des pompes, des dips, avec une très bonne programmation et l'alimentation liée, le mec peut exploser et avoir déjà le physique ça. Mais en plus, c'est très drôle parce que moi, quand je l'ai fait, je savais pas vraiment, entre guillemets, que c'était possible d'avoir un gros physique avec juste des exercices de musculation au poids de corps. Et je me suis lancé un peu juste parce que j'avais pas envie de faire de la salle. Je voulais faire un truc un peu différent et parce que j'ai vu des mecs faire un peu des figures et je me suis dit, peut-être au pire, tu vois, je pourrais faire des figures aussi par la suite. Et parce que j'avais pas envie de commencer dans une salle de sport. Donc j'ai juste eu une barre de traction dans ma chambre. Je prenais 2 chaises pour faire les dips. Je faisais mes pompes des fois avec les pieds surélevés, des fois avec les mains surélevées. Tu sais, je faisais différentes variations. Ouais. Et j'ai pris mon physique, je l'ai construit exclusivement grâce à ça. Et je te promets que je voyais pas beaucoup de gens autour de moi avec des physiques plus impressionnant que moi, et surtout même par rapport au mec qui allait à la salle. Ouais. Ok, au niveau des jambes, j'ai pris un retard et par la suite j'ai dû le combler en allant à la salle pour entraîner les jambes à la salle. Il y a certains groupes musculaires un peu difficiles à target, du style le deltoïde latéral, que tu peux pas vraiment faire. Et peut-être certains exos, genre les trapèzes, que tu vas pas pouvoir vraiment isoler, ou peut-être un peu des exercices d'isolation qui sont plus difficiles à faire forcément quand tu travailles au poids de corps. Mais ce que je trouve vraiment chouette, c'est que tu vas, avec ces exercices polyarticulaires, donc qui engagent chaque fois plusieurs groupes musculaires, tu vas développer ton corps dans sa globalité. Et je pense même qu'au niveau de l'entraînement, t'es plus efficace. Au sens où la plupart des débutants vont avoir tendance à aller en salle de musculation, à prendre des haltères et à faire du curl. Ouais. Tu vois. Et quand tu fais du curl, caloriquement, tu brûles rien. En termes de fibres musculaires que tu vas recruter, tu recrutes tes biceps. Alors qu'un mec qui va faire du street workout, il va taper des tractions. Et quand il va taper des tractions, plutôt que de soulever 10 kilos en curl, et encore un débutant, il va plutôt prendre 6 kilos, des tractions, s'il pèse 70 kilos, à chaque traction, il soulève 70 kilos. Et à chaque dips, il va pousser 70 kilos. Ouais. Et à chaque pompe, tu vois. Et dans l'idée, moi, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile de s'y mettre pour certains, de se dire, parce que c'est vrai que la salle, tu vois, ça crée un environnement vraiment qui est dédié à la musculation. Mais la musculation au poids de corps, en vrai, c'est tellement sous-coté. Et moi, surtout, quand j'ai commencé sur YouTube, personne n'en parlait. Ça existait. Enfin, il y avait Charlie Penn qui avait déjà fait des vidéos dessus. C'est bon, Charlie. Maintenant que j'y pense. Mais il y avait Charlie Penn, il y avait un mec qui s'appelait... J'allais le dire, de toute façon, parce Erwan Bodolek, sauf erreur. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Si, bien sûr, mec. Et peut-être un ou deux mecs de plus. Mais non, vraiment, c'est la manière de m'entraîner que je kiffe le plus. Et comme je te le disais hier, je regrette vraiment que j'ai pas de parc de street workout plus proche de chez moi. Ouais. Là, j'ai la salle qui est à 2 minutes, le parc qui est à 15 minutes et vu que je cherche à chaque fois à optimiser mon temps. Mais après, à la salle, tu peux aussi faire, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Mais tu vois, même, pour moi, même le fait de m'entraîner dehors, je trouve ça trop kiffant et surtout quand il fait moche. Alors, quand il pleut, j'avoue, c'est chiant parce que les barres, elles glissent. Ouais. Mais quand il fait froid, en hiver, les entraînements en hiver, frérot, j'ai l'impression d'être dans un film, en fait. Et limite, ça me motive encore plus. Ouais. T'as pas envie de t'arrêter et ensuite, à la fin, quand t'as même plus froid tellement t'es sous endorphine, tellement t'es sous adrénaline parce que t'as tapé une énorme séance. Ça m'est arrivé hier parce que il fait pas encore très froid à Budapest, mais hier soir je suis sorti de nuit pour aller au parc dont tu m'avais parlé et je me suis envoyé une séance et ça me rappelait un petit peu mes débuts. C'est-à-dire que dans mes débuts en calisthénie, j'avais une énergie où je sais pas pourquoi j'arrivais à m'entraîner pendant des heures, tu vois, ce qui était même pas très très optimal. Mais hier j'ai eu un petit peu la même chose. Il faisait froid, il faisait nuit. Et en fait donc j'avais ma prog, mais je suis parti en hors prog complètement derrière parce que j'étais trop déter, tu vois. Et cette énergie un petit peu, je trouve ça complètement fou ce que ça apporte dans les parcs, quoi. Mais c'est marrant parce que en quelques minutes t'as tout résumé par rapport à la musculation au poids de corps. Moi je suis complètement persuadé que quelqu'un qui explose dans le domaine du sport va exploser dans d'autres domaines. Le fait de réussir dans un domaine, de façon n'importe lequel, va t'amener à réussir dans les autres parce que tu comprends des choses sur toi, sur ta façon de fonctionner. T'as confiance en ta capacité à réussir. Exactement. Au sens plus large, en fait. Igor, encore une fois, merci beaucoup pour le déplacement, merci beaucoup pour l'inspiration et go s'entraîner. Allez.